Sunday Night Production. Du coup, après cette opération de la clavicule, au début j'étais motivé, je m'entraînais quand même, mais je sentis qu'il me manquait quelque chose en moi. Il me manquait un peu la flamme que j'avais, c'était ça la grosse différence. Et après, il y a eu un moment de déni qui a dû durer peut-être 2-3 mois. Et ça a été très dur au début de l'accepter et de le dire aux proches. Et en fait, ils comprenaient pas trop, d'autant plus après une victoire. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'Ultra Trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Mathis Granet aujourd'hui. Bonjour Mathis. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux, de te rencontrer. Parce que ça fait longtemps que tu vois, je t'avais sur ma petite liste d'invités. Et puis merci d'être rendu disponible ce matin pour qu'on puisse enregistrer en face à face sur Annecy. Merci à toi. Et merci à toi Arnaud, c'est un honneur d'enregistrer avec toi pour mon premier podcast en plus. Donc, Merci. Et c'est vrai que quand je t'ai envoyé le message, tu m'as effectivement réécrit derrière en me disant avec grand plaisir, j'écoute le podcast depuis pas mal de temps, donc je suis très très heureux de participer, mais en même temps, vu le parcours, et vous allez l'entendre, vous qui êtes en train d'écouter le début de cet épisode, vous verrez que Mathis a toute sa place sur le podcast Ultra Talk. Donc bienvenue sur le podcast Ultra Talk, on va pouvoir retracer ton parcours, tes projets, puisqu'on a commencé à en parler avant qu'on ouvre les micros justement, de où est-ce que tu en étais, quelle était la suite de l'aventure pour toi. On va revenir sur tout ça. Mais comme je le fais à chaque fois, Mathis, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et auditrices ? Bien sûr, donc je m'appelle Mathis Granet, j'ai 26 ans, j'habite à Annecy, je suis pratiquant d'ultra trail, mais avant je pratiquais le tennis en compétition de mes 6 ans à mes 20 ans, et puis à 20 ans j'ai switché pour le trail, pour vivre des émotions un peu plus fortes. Et là je suis en train de démarrer une nouvelle vie depuis le début de l'année pour devenir athlète et accompagnateur en montagne. Alors on va revenir sur tout ça et sur tout ce que tu as balayé d'ailleurs. C'était une présentation qui m'a conforté dans le fil conducteur que j'avais construit, mais aussi qui m'a généré pas mal de questions. Alors Maxime, ce qu'il faut savoir effectivement, ultra trailer et un point de bascule. Alors tu vas me dire si je suis dans le vrai ou pas, mais il y a eu plusieurs. Alors, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu quelques points de bascule quand même dans ta vie qui font que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Mais au niveau sportif, il y a quand même en octobre 2021, qui est le jour où tu remportes la Maxi Race, ici, sur tes terres, qui a été quand même je ne sais pas si on peut dire une prise de conscience, un carrefour de vie. En tout cas, il y a eu un avant et un après, très clairement. Donc ça, je me trompe ou pas ? Je suis dans le vrai ou... Non, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc on prendra le temps de s'attarder là-dessus, mais je rembobine un petit peu également, comme je fais systématiquement l'histoire. C'est le tennis, effectivement. Tu as fait du tennis jeune à un très haut niveau, puisque je crois qu'à 13 ans, tu étais déjà un classement de 15-1. Ou... Oui, c'est ça. J'étais de 15 ans à 13 ans, et en fait, ensuite, on est parti vivre à l'étranger avec mes parents. J'ai mon père qui travaille dans l'hôtellerie, qui a travaillé 20 ans chez Accor. Donc on est parti vivre aux Émirats Arabes Unis. C'était quelle année ça ? C'était en 3e, donc pile à mes 13 ans. Donc en fait, si on restait en France, j'aurais bien aimé passer en sport-études, donc jouer un peu plus, et après continuer à vraiment progresser en tennis. Et le fait de partir à l'étranger, ça m'a pas permis de continuer à progresser autant que j'espérais. Est-ce que c'est une frustration pour toi ? Oui et non, parce que... Peut-être sur le coup, c'était un peu une frustration, mais d'un autre côté, j'ai vécu des choses incroyables d'habiter là-bas. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde, sur plein de choses à un âge assez jeune. Oui, là où tu te construis en fait. C'est là où tu peux, pour certains, se mettre des barrières justement. À l'adolescence, au moment où on se construit, certains, le fait de grandir justement et de ne pas avoir cette ouverture d'esprit, se mettre des barrières sur c'est possible, c'est pas possible, commencer ailleurs. Toi, tout de suite, de par le fait d'être expat, quelque part, ça t'a complètement cassé ces codes-là. Oui, bien sûr. Du coup, on habitait à Dubaï, qui est une ville totalement mondialisée avec 85% d'expatriés. Alors, Dubaï, il y a 12 ans, 13 ans,
C'était comment? Parce qu'aujourd'hui, on le voit effectivement, c'est quand même hyper des buildings un peu de partout. C'est hyper concentré. On en parle beaucoup, mais il y a 12-13 ans, comment est-ce que c'était à cette époque? C'était déjà comme ça, c'était juste après que le Burj Khalifa devienne la tour la plus haute du monde. Et en effet, ça n'avait pas encore cette réputation. Actuellement, c'est une réputation vraiment mauvaise, je trouve, avec en plus le réchauffement climatique. Même s'ils font beaucoup de choses dont on ne parle pas beaucoup, notamment ils ont le plus grand parc solaire au monde. Mais c'est à une époque où Dubaï, c'était encore un peu les États-Unis des années 70, où tout devenait possible. Et moi, j'ai particulièrement aimé parce qu'en effet, il y avait déjà ce côté très artificiel. Sauf que nous, tous les week-ends, presque, on partait dans le désert, au milieu de nulle part. Et on passait des week-ends avec des amis en 4x4 à dormir à la belle étoile et dans des endroits totalement désertiques. Et on allait aussi souvent à Oman, qui est un pays assez pauvre et très naturel, avec des montagnes, des fjords, un peu comme en Norvège, mais désertiques. Donc c'était vraiment, vraiment magnifique. Dans ce que tu nous décris, il y a beaucoup de nature en fait. Hein. Ouais, pas mal. Justement, alors, c'est pas les Alpes, mais c'est les déserts, c'est les fjords comme tu décris, la roche. C'est quand même très nature. Oui, tout à fait. On essayait justement de quitter ce côté où, voilà, quand on était la semaine à Dubaï, forcément, tu as ce côté artificiel qui est sympa parce qu'on habite à côté de la plage. Tu rentres le soir, tu vas jouer avec tes amis sur la plage, tu vas faire du paddle sur l'eau. Enfin, j'ai l'impression de vivre en vacances. Et j'ai eu la chance aussi de partir dans beaucoup de pays en voie de développement et qui m'ont aussi beaucoup ouvert les yeux à cet âge-là. Donc, je suis parti au Sri Lanka, au Népal, en Inde. En Jordanie, faire de l'humanitaire, au Liban. Et donc, c'est des pays un peu atypiques. Quand on habite en France, on n'a pas la chance d'y aller. Enfin, c'est plus compliqué, c'est plus loin en avion, etc. Disons que c'est pas les premières destinations, effectivement. Ouais, tout à fait. Et donc ça m'a beaucoup ouvert les yeux de voir cette misère, en fait, dans le monde. Tu traverses des villes en Inde, tu vois des centaines de gens qui vivent dans la rue, en fait, tout simplement. Donc ça fait un gros choc avec Dubaï, où tout est beau, tout est propre, nickel, tout est neuf. Ouais. Mais même en habitant à Dubaï, tu le vois avec les gens qui vivent de manière aisée, et puis la population pakistanaise, sri-lankaise, etc., qui en fait travaillent en tant que chauffeur de taxi, en tant que worker, et c'est grâce à eux que Dubaï a pu devenir ça. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu décris. Et est-ce que ces images dont tu parles t'accompagnent encore aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose c'est des moments qui t'ont permis de te construire et d'être la personne que tu es aujourd'hui? Je pense, ouais. Alors maintenant, je pourrais plus habiter là-bas parce que j'aime trop la montagne et j'ai pas mal évolué, mais à cette époque-là, à cette époque-là, j'ai bien aimé. Ouais. C'était une belle expérience. Intéressant. Et le sport dans tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as un très très bon niveau de tennisman en France, donc tu pars en famille, une expatriation. Est-ce que tu tentes quand même de faire un peu de tennis là-bas? Tu te rends compte que c'est pas possible, que c'est compliqué, donc tu te rabats, tu mets ton énergie sur autre chose. Quelle part a le sport dans ta vie à Dubaï? Alors non, je continuais à jouer au tennis. Je m'entraînais 2-3 fois par semaine, mais c'était moins qu'en France, c'était moins fréquent. Il y avait moins de tournois. Et les tournois étaient d'un moins bon niveau. Ça veut dire que je faisais des tournois avec les meilleurs du pays à mon âge, alors qu'en France, je faisais pas partie des meilleurs du pays. Et puis on était pas mal occupés avec ces week-ends dans le désert, en vadrouille à Oman, les vacances ailleurs. Donc disons que je continue à pratiquer quand même intensément le tennis, mais un peu moins qu'en France parce que j'étais occupé aussi par d'autres choses. Puis il n'y a peut-être pas de structure, pas de tournoi, pas de... Moins qu'en France, ouais. Qu'en France, ouais. C'est sûr. Donc à quel moment est-ce que tu mets ton rêve de gagner Roland Garros de côté? Franchement, je l'ai réalisé assez tôt. Dès que j'ai commencé à jouer vraiment au tournoi, quand j'avais 11-12 ans, je savais déjà que ça serait compliqué. Mais j'aimais beaucoup ce sport et je continuais à progresser. Mais oui, forcément, quand t'es tout petit, t'as toujours Bien ce sûr. rêve, comme les footballeurs ont envie de gagner la Coupe du Monde. Tout à fait. Non, je comprends. C'était la petite anecdote. Mais, donc, c'était intéressant, en tout cas, de comprendre quel sport tu pratiquais jeune, enfant. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui fait que ce sport-là, dont tu avais vraiment un engagement, une passion, tu n'as
pas plus vraiment le développer, le continuer, en tout cas le structurer. Et donc là, tu nous expliques pour des raisons familiales, il y a une expatriation qui se réalise à Dubaï, mais néanmoins, tu vas faire des hautes écoles à Paris. Donc, qu'est-ce qui te ramène à Paris ? Est-ce que c'est justement la carrière de ton papa qui le ramène en Europe et en France ? Ou est-ce que c'est toi, de par les études, qui décide de poursuivre tes études à l'ISEG à Paris ? Alors non, eux sont restés 4 ans de plus. Donc moi j'ai vécu 4 ans à Dubaï, eux sont restés 4 ans de plus, avant ensuite de partir en Afrique du Sud. Donc non, en fait c'était un choix tout simplement pour intégrer une bonne école de commerce, parce qu'à Dubaï le niveau des écoles de commerce est moins bon qu'en France. Et j'avais aussi envie de revenir en France. Du pays. Voilà, c'est ça. Je suis aussi très famille et j'ai quand même toute ma famille qui est en France. Donc j'avais envie de revenir en France et de bâtir ensuite ma vie en France tout simplement. Et j'ai pu intégrer l'IESEG qui est la meilleure école de commerce post-bac. Je voulais pas faire de prépa parce que j'aimais bien garder une vie un peu sportive et sociale à côté. Donc je me suis dit que c'était un bon choix d'intégrer cette école-là et de revenir. Alors pareil sur le coup, ça m'enchantait pas spécialement parce que j'aime quand même beaucoup la Haute-Savoie. Et en fait, je savais à ce moment-là déjà que je voudrais plus tard m'installer en Haute-Savoie. Mais j'étais quand même content d'habiter à Paris et en fait de retrouver une liberté que tu as un peu moins à Dubaï parce qu'à cet âge-là, l'alcool c'est moins de 21 ans, tu peux pas trop sortir, quand tu rentres, tu dois prendre un taxi. Et je suis arrivé à Paris et là, en fait, tu prends le métro, tu peux rentrer à 2h du matin chez toi tout seul sans prévenir personne. Il y avait cette notion de liberté. Ouais, et j'ai bien aimé pendant 2 ans, j'ai un peu fêté ça. Mais il y a pas un choc quand même quand tu passes de ce que tu décris. Alors certes, il y a Dubaï avec ces buildings, ce côté très propre, parfait, moderne, mais il y a aussi à quelques kilomètres le Sahara, Oman, comme tu l'as justement expliqué. Donc une nature à l'état pur. Et Paris, où j'ai vécu 4 ans à Paris, donc je connais. Est-ce que ça n'a pas été dur au début ? Certes, il y a cette notion de liberté, effectivement, et cette notion aussi de... Tu es totalement incognito dans la ville. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, t'habiller comme tu veux, c'est pas un problème, tu passes inaperçu. Mais c'est difficile d'aller chercher la nature. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça n'a pas été dur après ce moment d'euphorie, de nouveauté, de liberté ? Et ben en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé le trail lors de ma 2e année d'école de commerce. Donc ouais, c'est sûrement lié à ça. Sur le coup, j'avais pas spécialement réalisé. Et en fait, quand je suis arrivé, j'étais capitaine de l'équipe de tennis de l'IESEG. Donc on continue à faire des tournois étudiants, etc. Et j'aimais bien. Et puis au bout de ma 2e année, là, je me suis dit que je voulais... En fait, j'avais comme si j'avais construit un peu tout mon avenir et je m'étais dit que si je débutais le trail en France, à Paris, et ben qu'ensuite, à la fin de mon école de commerce, je pourrais trouver un job en Haute-Savoie ou du côté de Genève et continuer le trail, mais en montagne où c'est encore plus plaisant et pour aller skier. Alors, à quel moment, donc là on arrive sur la partie trail, on a bien compris le parcours, à quel moment tu t'es dit, bon voilà, là le trail effectivement ça me plaît, hein, je m'amuse bien, mais à quel moment je structure et je me fixe des objectifs ? Quel a été le point de bascule ? Est-ce que c'est une rencontre ? Est-ce que c'est une vidéo ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est juste une sortie, une révélation ? À quel moment tu t'es dit, allez, là, il y a un truc qui me plaît, je creuse ? Il n'y a aucun moment en particulier en fait, qui me vient à l'esprit. Par contre, le moment où j'ai commencé à courir, vraiment, en fait, directement, je me suis dit que d'ici 5 ans, j'ai envie de faire l'UTMB et d'aller au bout. Et alors, comment tu as découvert l'UTMB ? C'est parce que tu t'es trouvé à Chamonix la semaine où l'UTMB était... Je veux dire, est-ce que tu as découvert l'UTMB pendant la semaine de l'UTMB ou via les réseaux, via la communication, et tu t'es dit, mais je veux faire cette épreuve ? Alors, j'ai découvert assez tôt, en fait. J'ai découvert, en fait, tout cet univers quand j'avais 13-14 ans. J'étais allé en vacances en famille à La Clusaz. Et on regardait ce qu'il y avait à faire à l'office de tourisme. Et là, on a vu qu'à Manigo, il y avait un kilomètre vertical qui était organisé. Et du coup, on se dit, ah bah tiens, ça a l'air drôle. Donc on voyait que c'était 1000 mètres de dénivelé en 3 km. Avec mon frère, on se dit, bon, 3 km, c'est pas long. Hein. Et du coup, on est parti. Donc moi, normalement, je pouvais pas trop participer parce que j'avais 13-14 ans. Et bon, c'était un petit comité d'organisation. Donc le bénévole m'a dit, oh, c'est pas grave, c'est cool de voir des jeunes. Et donc je l'ai fait, j'avais terminé en 58 minutes.
Donc les 1000 mètres de dénivelé, mon frère en 56 minutes. Et en fait, celui qui a gagné la course, c'était tout simplement Kylian Jornet. Et c'est là, en fait... Il y a 10 ans. C'est ça. Et là, sur le podium à l'arrivée, je le vois et il remporte un bouquet de fleurs. Et l'organisateur de course dit bon, bah voilà, donc ça, c'est les lots. Et bah, merci à Kylian, qui est le meilleur au monde, d'être venu, etc. Et bah, on a préféré mettre tout le budget sur l'apéro. Et moi, j'ai trouvé ça fou qu'il venait un peu d'un monde à Dubaï où en fait, je voyais des footballeurs tous plus riches les uns que les autres, etc. Et là, de voir que le meilleur du monde de son sport, il gagne un bouquet de fleurs. Et en plus, ça se voyait qu'il prenait du plaisir, quoi. Il était là, tout sourire, il discutait avec les gens, hyper accessible, quoi. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai suivi à fond Kylian Jornet. Et vraiment, j'ai adoré suivre le trail. Donc, j'ai vraiment suivi le trail pendant plus 6-7 ans, jusqu'à ce que vraiment je m'y mette. Et je suivais Kylian vraiment à fond. Enfin, c'était mon idole de jeunesse. Intéressant, Kylian, que j'ai eu la chance d'avoir alors face à moi virtuellement, parce qu'il est en Norvège et je lui ai proposé de venir, mais pour des raisons environnementales, il n'a pas accepté que je vienne. Donc on a fait l'épisode à distance et effectivement, donc je pense que les années où il a fait le kilomètre vertical à Manigo, c'est les années où il vivait justement très proche de la région d'Annecy. Il était à Chamonix. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup accompagné également la marque Salomon dans son développement pour le textile, les sacs à dos dont il a été à l'origine notamment, et ses multipoches. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ce petit déclic à 13-14 ans, alors justement il y avait ce miroir, cet effet miroir entre Dubaï et la Clusaz avec un apéro, un bouquet de fleurs et le numéro 1 mondial qui est devenu une star, qu'il était déjà probablement à l'époque, mais qui a encore été starifié depuis. Et donc c'est comme ça que tu as découvert le trail, donc à travers Kylian Jornet, en le suivant probablement l'UTMB. Et à quel moment tu t'es dit, mais en fait je vais faire cette épreuve? Parce que moi, pour te dire, je me suis dit aussi que je ferais un jour cette épreuve, que ça n'arrivera probablement jamais, mais je me suis laissé prendre par l'euphorie de l'UTMB. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, alors je suivais l'UTMB, mais c'est en allant observer l'organisation, les coulisses, parce que j'ai la chance d'avoir des contacts qui m'ont permis d'accéder aux coulisses de l'UTMB pour faire le lien avec ce que je développe, c'est les Race Cross Series et notamment Race Cross France, donc de regarder comment tout ça fonctionnait de l'intérieur. Et en fait, j'ai passé 2 jours à Chamonix et je me suis dit, mais en fait, je cours pas du tout. Enfin, vraiment, je cours pas. Ou alors très peu. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'aimerais bien la faire, cette épreuve. Tu vois, tellement il y a une ambiance qui est... c'est quand tu aimes le sport, c'est extraordinaire. Franchement, comment tu vois, comment cette ville, cette région bat le cœur bat pour l'épreuve, c'est juste formidable. Et quand tu aimes le sport, même si tu ne cours pas comme moi, tu te dis un jour, j'aimerais bien la faire. Donc, à quel moment pour toi, tu t'es dit, l'UTMB, hop, c'est sur ma to-do list? En fait, tous les étés, je venais voir mon grand-père qui habitait à Culose, donc pas très loin d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, je m'étais pris au jeu de gravir le sommet en courant à chaque fois que je venais, le Grand Colombier, donc c'est 1300 mètres de dénivelé. Mais bon, quand tu cours pas du tout, que t'as pas l'habitude, ça pique un peu. il m'avait amené voir l'UTMB, je sais plus quelle année c'était, mais je devais avoir 16-17 ans. Et donc là, j'avais eu déjà une première petite révélation. Je m'étais dit, un jour, ça serait quand même chouette. Mais voilà, j'étais encore à Dubaï, qui n'était pas propice à se mettre au trail. J'étais encore dans le tennis. Et donc, c'est à 20 ans, en arrivant dans cette grande ville, où je me suis dit que j'étais un peu en manque d'émotion. Et en fait, c'est là où vraiment j'ai réalisé que ma vie, ça serait métro, boulot, dodo. Ça allait la question que j'allais te poser, effectivement. C'est-à-dire que dans tes études, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es projeté sur un métier où tu t'es dit, voilà, je suis dans des écoles de commerce, ça va être quoi mon métier derrière? Et est-ce que ce choix ou cette prise de conscience a eu un impact sur ta pratique sportive? Carrément. En fait, c'était un moment où chacun doit dire... faire des choix. Exactement, ce qu'on veut faire plus tard, etc. Donc, j'ai des amis qui me disaient qu'ils voulaient bosser en finance, etc. Et tu sais que tu finis à 22h tes journées. Et moi, je savais que je pouvais pas faire ça. Alors, j'ai un père qui est très carriériste. Et donc, quoi qu'on fasse, il faut qu'on le pousse à fond. Donc, si c'est un job, il faut qu'on aille à fond. Si c'est dans le sport, il faut qu'on aille à fond. Et moi, je sentais que ça serait pas en faisant métro boulot dodo, je pourrais pas avoir cette vie-là.
et qu'il me manquerait quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, je me mets au trail et puis je verrai bien où ça me mène. Et j'aimerais bien en profiter pour m'installer dans la région proche d'Annecy et d'Évian-les-Bains. Ce que tu veux dire, c'est que ce mode de vie, quelque part, même si tu le faisais à bloc, à fond, en donnant toutes les chances de réussir, ne t'apporterait pas l'équilibre nécessaire, c'est-à-dire le fameux métro boulot dodo, et cette grisaille parisienne qui est quand même bien présente pour l'avoir vécu, ne t'apporterait pas l'équilibre nécessaire pour te sentir bien dans ta tête, bien dans ton corps. Et donc, tu as préféré orienter sur un peu plus de vert dans ton champ de vision. C'est ça, et en fait je voyais aussi des cousins qui habitent à Évian-les-Bains. Et tu faisais le comparatif sur le mode de vie. Ouais. Et en fait, ils sont plusieurs à bosser en Suisse, et ils vont skier tous les week-ends l'hiver, ils font de la rando l'été, ils font du kite, etc., de la voile. Et je me disais, cette vie est quand même plus sympa que rester à Paris, quoi. Donc c'est là où tu te dis, donc je décide d'orienter, en tout cas plus pratiquer le trail, d'en faire un peu plus dans un environnement qui me convient plus. Et donc, à ce moment-là, c'est là que la décision se fait de revenir en Haute-Savoie ? Pas tout de suite. Non, parce que là, j'en suis qu'à ma 2e année d'école de commerce. Donc, je suis encore loin, c'est 5 ans. Mais le choix était déjà fait. En te disant, je termine mes études, mais par contre, derrière, je sais que... Je savais pas encore à quel point c'était réalisable. Je savais que je finirais là-bas un jour, mais... C'était pas impossible encore à ce moment-là que je fasse 2 ans ou 3 ans à Paris après mon école de commerce. J'étais pas encore à fond dans le trail, en fait. Je débutais, donc c'était le tout début. Mais... Et comment quand tu dis c'était les tout débuts, là, entre le moment où tu gagnes la Maxi Race et là, les moments dont tu parles, il se passe combien de temps ? Et quels ont été les déclencheurs qui t'ont amené à gagner cette épreuve ? Il y a eu 4 ans, tout simplement. J'ai commencé en 2017, en mars 2017, je crois. Et je me suis inscrit directement à 10 km 3 semaines après, où j'ai mis 44 minutes 30. Et ensuite, directement, je me suis inscrit à un trail de 20 km, puis au trail du Semnos de 45 km. Tu as fait les choses progressivement. C'est ça. Et ensuite, j'ai fait un 80, je fais l'éco-trail de Paris. Et après, j'ai fait le LG Trail, Lausanne-Genève Trail, l'année suivante. J'ai fait l'échappée belle de 86 km. Et après, les choses s'en sont suivies. L'Ultra Maxi Race, je l'ai fait pour la première fois l'année d'après. C'était mon premier plus de 100 km en montagne. Et en fait, toutes ces courses, à chaque fois, donc j'augmentais les distances progressivement. Et à chaque fois, j'étais premier espoir. Donc je gagnais à chaque fois. Et on n'était pas beaucoup, au maximum, on était une dizaine. Ouais, mais pour les marques, ça a une importance. Alors, j'avais aucun sponsor. Au début, c'est normal. Mais rien que pour son niveau personnel, tu te dis « Ah, mais je dois pas être mauvais, quoi, si je finis en haut du podium à chaque fois. » Il y a une catégorie qui existe, en tout cas. La catégorie existe et tu en es le premier. Donc, c'est ça. Et j'ai assez vite vu que j'aimais beaucoup le côté aventure et le côté de pas savoir si tu vas arriver au bout. En fait, en 20 km, quand tu commences un peu à courir, tu sais que tu vas arriver au bout, quoi qu'il se passe. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé augmenter les distances. Je me disais, mais ok, donc là, j'ai fait un 80, est-ce que je vais arriver à courir au bout du centième kilomètre ? Puis après, je me disais, est-ce que je vais arriver à courir au bout du 150 km ? C'est vrai que 100 km, 150, ça paraît tellement... tu vois, quand tu te retournes, tu regardes en arrière, et il y a quelques années de ça, déjà un marathon, c'est exceptionnel. Et là, tu te dis, attends, il y a des gens qui vont courir 100 bornes, 150 bornes, 160 bornes, 180 bornes en montagne, de jour comme de nuit. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant. Ah bah, moi, clairement, du coup, le jour où je me suis dit, je me laisse 5 ans pour faire l'UTMB, pour moi, c'était juste être finisher. Ça me paraissait être un super-héros. Surtout quand tu es dans un milieu à Paris avec que des étudiants d'école de commerce, c'est beaucoup la fête. S'il y en a un qui fait un marathon, c'est déjà un super-héros au sein de l'école. Donc, c'était juste complètement fou. Enfin, mes potes me disaient, mais tu vas faire 170 km en montagne. Moi, à cette époque-là, j'étais vraiment dans le côté dingue. Et en fait, il s'est avéré que 4 ans après, je participe à l'UTMB en tant qu'élite. Et je ne m'y attendais pas du tout. Et avec des marques qui me suivaient. Alors, c'est important que tu précises. Pour les personnes qui connaissent le milieu, vont tout de suite savoir à quoi ça correspond d'avoir un dossard élite. Mais si tu peux expliquer ce qu'est un dossard élite déjà au départ de l'UTMB et comment, en partant de je débute 4 ans plus tôt, je suis sur la ligne de départ dans la case avec un dossard élite en août 2021. Ouais, c'est ça. Avec un Covid qui est passé par là en 2020. Oui. Enfin, pas pour toi, mais au niveau mondial, je veux dire. Tout à fait. Et en fait, tout simplement, quand on fait des résultats sur des courses, donc on a un indice de performance, et c'est cet indice qui délimite si on est élite ou pas. Est-ce que toi, tu l'avais choisi ?
C'est-à-dire, est-ce que tu avais fait les épreuves dans ta marge de progression, dans ton parcours de progression? Est-ce que tu as fait les épreuves qui font partie du calendrier, ce qui est maintenant le World Series de l'UTMB, pour avoir des points et donc un indice de performance, ou pas du tout? Pas spécialement, en fait. À l'époque, il n'y avait pas encore ce calendrier d'UTMB World Series. Et du coup, c'était quand on participait à une course qui était cotée par ITRA, où là, on avait un indice de performance. Et en fait, la plupart des grosses courses étaient cotées par ITRA. Donc, j'ai fait les courses qui me plaisaient. J'ai fait Maxi Race, Échappée Belle, etc. Et à force de faire ce genre de course, la Sky Race des Mathésins, où j'avais une bonne cote, ça m'a permis d'avoir cet indice et en fait de pouvoir m'inscrire sans passer par le tirage au sort et d'arriver en tant qu'élite sur la ligne de départ en passant devant tout le monde, devant la foule à Chamonix, ce qui était assez fou. Donc, Tu réalises à ce moment-là ou t'es concentré? La question, c'est est-ce que tu as intellectualisé ce qui t'arrivait en étant 4 ans plus tôt, tu débutes, tu fais 10 km et là, tu es dans la partie de la ligne de départ, en tout cas réservée aux élites, donc potentiellement à côté d'un Kylian, voilà. Ou alors tes focus étaient dans ta démarche de progression et de faire la meilleure performance possible? En fait, je me dirais que c'était assez fou à ce moment-là de me dire qu'il y a 4 ans, je faisais 10 km, j'avais des courbatures. Et ça me donne de l'espoir beaucoup. Hein. Mais d'un autre côté, je me sentais pas illégitime d'être là. Dans le sens où je savais que je m'étais aussi beaucoup entraîné, j'avais passé beaucoup de temps en montagne. Et à ce moment-là, 2021, c'était ma plus grosse saison en termes d'entraînement. Donc j'étais à 25. T'étais prêt. Ouais, je me sentais vraiment prêt. Ouais. Et donc cette UTMB, pour ton premier UTMB, tu t'étais fixé un objectif d'être dans les 100 premiers, c'est ça? Ou juste d'être finisher? Non, en fait, j'espérais même idéalement m'approcher du top 25. Je m'étais vraiment beaucoup entraîné. 2 mois avant, j'avais fait la tentative de record du monde de dénivelé en 24 heures. Je voulais en parler, exact, tout à fait. Du coup, j'étais vraiment en forme. Et bon, le jour J, c'est avéré que la forme n'a pas été aussi bonne que ce que j'espérais. J'avais fait aussi en fait, c'était la période de Covid, donc j'avais fait le 2e vaccin une semaine avant. Ouf. Et je pense que c'était pas fou. Ah ouais, c'est sûr. Et du coup, j'ai terminé 88e, mais en randonnant sur les 40 derniers kilomètres, c'était dur, mais sur le coup, j'étais vraiment hyper déçu. Mais c'est hyper ambitieux hein, pour connaître un peu la longue distance, pas dans le trail, mais dans le vélo, d'être au départ d'une épreuve et de se fixer un objectif, parce que généralement, et peut-être qu'après coup tu peux le dire, mais la meilleure expérience possible dans ce genre d'épreuve, c'est de le faire une première fois. Et parce que rien ne peut remplacer l'UTMB, même à l'entraînement, tu vois ce que je veux dire. Tu peux difficilement reproduire les conditions de stress, de distance. Distance peut-être, mais t'es pas dans l'épreuve, c'est une préparation. Et la meilleure manière de préparer un gros événement comme celui-ci, c'est de le faire une première fois, selon moi, pour prendre de l'expérience. Et de dire au départ, ne l'ayant jamais fait, je vais faire un temps de 25, qui est quand même aujourd'hui l'élite de l'élite, tu vois ce que je veux dire? C'est faire un top 25 sur l'UTMB, c'est la classe mondiale, quoi, très clairement. Est-ce que c'était pas trop ambitieux pour toi, malgré toute la préparation? Avec le recul, après je peux comprendre qu'en 2021, tu puisses, de par ton parcours et ce que tu vas nous expliquer, te projeter sur ça. Mais est-ce qu'après coup, c'était pas trop ambitieux pour une première participation, pour quelqu'un qui, 4 ans plus tôt, faisait un 10 km avec des courbatures? En fait, sur le coup, je m'étais simplement dit que j'espérais viser 25 heures, parce que je crois que ça correspondait à un indice 820 ou 830 que j'avais déjà fait auparavant. Et donc, je m'étais dit 25 heures, voilà, c'est à peu près top 25 si je regarde les dernières années. Donc, ça me paraissait un objectif ambitieux, mais pas impossible. Et en fait, j'avais jamais fait de format 100 miles, c'était mon premier en effet. Mais c'est pour ça que j'ai fait le 24 heures de dénivelé 2 mois plus tôt, parce que je m'étais dit, j'ai jamais fait d'effort de 24 heures, et donc c'était en sortie de Covid. Donc, quand j'ai fait ça en juin, il faut savoir qu'il y avait encore un couvre-feu. Ça veut dire que j'avais dû demander à un sponsor de dire que c'était dans le cadre de mon boulot de pouvoir courir. Parce que seuls les sportifs de haut niveau, effectivement, c'est ça, exactement. Le droit. Ouais. Et donc, je m'étais dit, en juin, je fais un 24 heures, comme ça, j'aurai cette expérience de ce que c'est de courir pendant 24 heures. Et comme ça, j'aurai de l'expérience pour l'UTMB. Et les 24 heures dénivelées sont plutôt bien passées. J'étais dans les temps du record d'Aurélien Dunampala jusqu'à 21 heures de course, à peu près. Et là, par contre, j'ai eu un gros coup de mou pendant 1h30, où vraiment, j'arrivais plus à manger.
et j'étais en hypoglycémie extrême. Ouais, avec un effort comme celui que tu devais produire sans pouvoir, en contrepartie, apporter les calories nécessaires pour de l'énergie, c'est vrai que c'est difficile. Donc ça a été très compliqué, mais j'ai réussi à bien finir la dernière heure, et puis au final, ça a été la quatrième meilleure performance mondiale. Ouais. Donc j'étais quand même, au tout début, j'étais déçu à l'interview à chaud, parce que voilà, t'espérais vraiment battre le record. Mais après coup, j'étais quand même content, et surtout, c'était plus qu'une course, c'était vraiment un projet. Ça veut dire que j'ai dû démarcher des sponsors, et tout ça à 23 ans. J'ai dû organiser ça, inviter des amis. J'ai fait aucun aller-retour tout seul. Donc en fait, c'était tout ce côté aussi pression. J'ai eu plus de pression pendant ce 24 heures qu'à l'UTMB, et vraiment beaucoup plus. Ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que de te lancer dans des projets comme ça, c'est quelque part créer une petite entreprise, parce que tu dois démarcher, faire face aux frustrations, emmener les gens avec toi, toutes les compétences que doit avoir un entrepreneur pour lancer un projet. Et donc ça, je voulais en parler, donc tu fais bien de le positionner là, cette tentative de record de dénivelé. Et puis, donc, il y a cette UTMB également dont tu parles. Donc tu expliquais que tu avais connu aussi des difficultés, tu avais randonné sur la dernière partie, mais est-ce que quand tu franchis la ligne quand même, cette arche mythique, est-ce qu'il y a quand même de la satisfaction d'être finisher ou c'est la déception de ne pas avoir pu performer comme tu l'aurais souhaité? Je dirais qu'à chaud sur le coup, j'étais limite plus déçu que content, parce que je savais que je pouvais faire mieux, mais j'étais jeune et je pense que maintenant avec l'expérience, j'en suis vraiment fier, parce que il faut savoir que donc 4 ans plus tôt, j'ai commencé à courir. Et en fait, je m'étais fixé l'objectif de 5 ans pour terminer l'UTMB, aller au bout. Donc c'était fait, ça c'était coché. C'était coché, et en fait, je m'étais donné ces 5 ans-là parce que ma mère a combattu contre le cancer pendant 5 ans. Et donc, ça avait du sens pour moi. Et je m'étais dit que 5 ans, ça me paraissait raisonnable pour aller au bout, tout en étant quand même ambitieux. Quand tu courais pas. Alors, je courais pas, je faisais des footings quand même pour le tennis, quoi, en prépa physique. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Tu étais en forme physique, mais il n'y avait pas c'était pas dans la distance, dans la durée. Je faisais 10 km, quoi, et c'était bien. Intéressant. Et puis donc, cette UTMB, même si effectivement, il n'a pas été, t'as pas été dans le top 25 comme tu t'étais fixé, et que tu finis sur les premières minutes déçu, il aura quand même servi à quelque chose, cette UTMB, puisque quelques semaines plus tard, tu remportes la Maxi Race. Même si tu avais été premier espoir dans toutes les catégories quasiment des épreuves qui t'avaient permis d'être prêt à l'UTMB, là, j'allais dire, dans ce que j'ai lu pour préparer notre échange, c'était à la surprise générale, tu remportes l'épreuve. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, c'est toi qui vas le dire, si effectivement c'était la surprise générale, personne ne t'attendait à ce niveau. Mais toujours est-il que, voilà, sur tes terres, au bord du lac d'Annecy, tu remportes la Maxi Race en 2021. Alors, il faut savoir que c'était la version ultra de la Maxi Race, donc qui avait tout de même un peu moins de niveau que la version Maxi. Enfin, avec un plateau un peu moins dense que la Maxi, mais qui était un peu plus long. Donc, faut pas t'excuser d'avoir gagné. Ne t'excuse pas d'avoir gagné la Maxi Race version ultra. Mais du coup, le plateau, en fait, à ce moment-là, c'était Ben Diman qui avait terminé deuxième, qui maintenant est quand même assez connu. Il a terminé 4e à la Diag. Il a eu des très beaux résultats depuis. Il a fait podium au Templier aussi. Et derrière, c'était Bastien Fleury aussi, qui a gagné la Swiss Peak 170 km, par exemple, depuis. Mais le jour J, en voyant les cotes au départ, finalement, je pense que j'avais la meilleure cote. Et donc au départ, je me suis dit que c'était pas impossible de l'emporter. Performer. Ouais, tout à fait. Ou au moins de faire un podium, quoi. Et je me sentais bien. Autant j'ai mis plus de 3 semaines à récupérer de l'UTMB. C'était dur. Autant le mois d'après, j'avais fait des bonnes semaines d'entraînement. Et alors, qu'est-ce que tu dis dans cette épreuve? Est-ce que ta stratégie de course a été calquée sur les autres? Est-ce que tu as fait ta course comme sur tes ressentis? Est-ce que tu as pris la tête tout de suite? Est-ce que tu as pris la tête pendant l'épreuve? Comment s'est passée l'épreuve et cette prise de conscience que tu allais gagner? Et en fait, pas du tout. En fait, le 80% de la course, je me suis dit que j'allais pas gagner parce que j'étais 5e, je crois, en haut du Semnoz au tout début. Et j'étais quand même à une bonne allure. Je me disais, devant, ils vont quand même sacrément vite. Ils carburent. Et puis au final, je remonte petit à petit. Je passe 4e, puis je passe 3e. J'arrive à J au 70e kilomètre, qui est un ravitaillement important. Et là, je suis 2e ex aequo
Enfin, on est 3 et deuxième. Et il y en a juste un qui est devant, donc Ben Liman, mais qui était à 25 minutes devant. Là, je me dis, à 25 minutes, il reste 40 km, ça me paraît chaud. Et en fait, il était parti un peu trop fort, je pense. Et il y a eu un coup de moins, peut-être un coup de moins bien après coup. Et en fait, je l'ai remonté ensuite. Et au fur et à mesure, on me disait, il est plus qu'à 10 minutes, il est plus qu'à 5 minutes. Et donc, en dessous de la Tournette, c'est là où je le passe, vers Villars, avant d'arriver sur Villars-Dessus. Et là, je le passe et je fais exprès d'accélérer à ce moment-là pour vraiment montrer que j'étais bien. Mais je me sentais bien. Et je vois qu'il peut pas du tout me suivre. Et donc là, je suis en tête. Et puis, j'ai gardé la tête jusqu'au bout. Et en fait, en arrivant du coup au dernier ravitaillement à Villars-Dessus, avant de remonter dans le Verrier, là, je savais que c'était impossible que je laisse passer la première place. Parce que le Verrier, c'est là où... Moi, j'habite au pied du Verrier, où je m'entraîne tout le temps. Je connais par cœur tous les chemins, tous les cailloux, toutes les racines. Je me suis dit, je fais la montée à bloc. Et si je suis premier en haut, vraiment la descente, je donne tout. Et même si je me fais une cheville ou quoi, je peux pas laisser passer la première place. Mais il faut savoir que dans la course, je me suis tordu la cheville assez violemment au 35e kilomètre. Et franchement, j'étais même pas sûr d'aller au bout de la course. Et ça a tenu un peu par miracle. Et heureusement, ça a pas retourné. Mais du coup, peut-être que ça m'a aidé en fait à pas descendre trop fort et du coup à mieux monter derrière. Parce qu'en montée, du coup, c'est là où ça me faisait le moins mal. Donc ça m'a peut-être aidé un peu à me gérer pour pas aller trop vite. Ouais, c'est hyper intéressant tous ces détails. Et moi, c'est la question que je voulais te poser, c'est quand tu le rattrapes, est-ce que tu restes un petit peu avec lui justement ou tu attaques tout de suite? Tu as répondu à ma question, mais est-ce qu'à ce moment-là, toutes les années, hein, parce que ça faisait 4 ans que tu t'étais lancé, tu t'étais fixé 5 ans pour être performant sur l'UTMB, est-ce que tu réalises la performance que tu fais? Est-ce qu'il y a des moments d'euphorie ou est-ce que tu restes vraiment serein jusqu'à la ligne d'arrivée franchie? Franchement, je suis resté serein et pour moi, c'était même pas si fou que ça. Ouais, voilà, c'est là aussi que je voulais venir, c'est que c'était logique de par tout ce que tu avais mis en place. C'est ça, en fait, je me sentais légitime, je m'étais dit, en fait, sur la ligne de départ, j'étais presque persuadé que c'était moi qui m'étais le plus entraîné. Du coup, je m'étais dit, il n'y a pas de raison. Confiant. Ouais, j'étais confiant, j'étais serein. Et à l'arrivée, je me suis dit, c'était une belle journée dehors, je suis content d'avoir gagné, mais je m'attendais pas du tout à tout ce qui arrivait derrière. Voilà, et tout ce qui arrivait derrière, c'est justement là où on va prendre quelques minutes, c'est que il y a un gros burn-out derrière, en tout cas un gros questionnement sur en fait pourquoi je fais ça, quel est le sens. Tu vas nous expliquer comment ça s'est mis en place dans ta tête, mais ma question, tu as parlé de ta maman tout à l'heure, et effectivement, ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, enfin ce qu'on n'a pas dit au moment où on parle, tu parles de ces 5 ans de son combat contre le cancer, c'est que ta maman est décédée alors que tu avais 10 ans, donc tu as vécu son combat enfant, et est-ce que ces fameux 5 ans dont tu t'étais projeté, en fait, tu as terminé l'UTMB comme tu t'étais fixé, tu remportes la Maxi Race version Ultra. Est-ce que ces fameux 5 ans, ça marque pas la fin aussi de quelque chose, un nouveau cycle? Enfin, comment ça s'est mis en place dans ta tête à tel point que tu décides de sortir en fait du trail parce que tu n'y trouves plus de sens? Tout à fait. En fait, c'était vraiment la fin d'un cycle, mais je m'y attendais pas du tout après cette victoire. Enfin, sur le coup, j'avais même pas pensé à l'après. En fait, moi, c'était tellement toute ma vie entière. Je me disais, c'est pas possible que je puisse perdre le goût, parce qu'après, j'ai carrément perdu le goût de ça et je voyais plus de sens. Et c'est avec le recul maintenant que je peux le dire. Qu'en effet, je m'étais fixé, 5 ans pour faire l'UTMB, je l'ai fait. Et en fait, dans cette même année-là, en début d'année, je m'étais dit, mais si je fais juste finisher, c'est pas fou, parce que je m'entraîne beaucoup plus que juste pour être finisher. Et du coup, c'est là où je me suis dit, gagner un bel ultra en montagne, ça serait classe. Et pour moi, ça serait un peu sentiment de devoir accompli. Et en fait, je gagne la Maxi Race. Enfin, l'Ultra Maxi Race, c'est juste 2 mois après l'UTMB, et je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu ce gros down derrière, c'est que j'ai pas du tout pu me préparer à l'après. Et pour moi, c'était vraiment... toutes les cases étaient cochées à ce moment-là. Et j'ai rien vu venir ensuite. Et donc, ça a été une période très difficile derrière. Ouais. Quand tu dis j'ai rien vu venir, c'est-à-dire qu'en fait, ça t'a tout de suite mis la tête sous l'eau
Les semaines qui viennent, les mois d'après, déjà, je pense que tu as dû soigner ta cheville après l'épreuve. Tu as quand même essayé de reprendre un entraînement et c'est là que tu as vu qu'en fait, l'envie n'était pas présente. Comment tu pourrais l'expliquer ? En fait, je me suis fait opérer la clavicule juste après la Maxi Race parce que je m'étais cassé la clavicule sur une chute à vélo en 2020, le jour du déconfinement. On a eu un peu trop l'envie J'étais parti à minuit de chez moi à Grenoble pour faire une sortie de 10 heures de vélo, 10 heures de trail. Et puis j'étais tombé dans le col du Glandon, il faisait 2 degrés, il pleuvait, enfin bref, à 3h30 du matin. Et en fait, j'avais prévu l'opération. Je m'arrête sur ça. On fait quoi quand on se casse la clavicule à 2h du matin dans le col du Glandon ? Comment ça se passe ? Et ben, du coup, j'ai dû appeler les pompiers, tout simplement. En fait, je pouvais plus bouger. T'étais tout seul ? J'étais tout seul, oui. Mais ils ont mis combien de temps pour venir ? 45 minutes, je pense. Et heureusement, j'avais ma couverture de survie que je prends assez souvent. La fameuse couverture de survie qu'on impose dans nos courses depuis maintenant 3 ans. Et au début, on me disait, mais Arnaud, mais pourquoi 2 couvertures de survie ? Et on explique à chaque fois pourquoi 2, mais bien évidemment, quand on part sur du long, il faut toujours avoir sa couverture de survie et la preuve. Mais comment ça se passe derrière ? Donc clavicule déplacée, opération de suite. Comment ça se passe pour toi derrière ? Parce que c'est hyper douloureux, donc 45 minutes au sol, c'est compliqué. En fait, c'était dans le col, je montais et j'ai crevé. Et là, en fait, il pleuvait des trompes d'eau, mais vraiment des trompes d'eau, j'avais rarement vu ça. Et il faisait froid, j'étais à 1700 mètres, je pense. Ouais, je vois bien. Et du coup, je m'étais dit, je peux pas changer mon pneu là au milieu de la route sous la pluie, je vais avoir une hypothermie, quoi. Donc tu décides de rouler et crevé. Du coup, non, mais j'ai roulé peut-être 400 mètres, et là, je vois une petite route qui part sur la gauche, et je vois un petit hameau à 500 mètres. Je me dis, parfait, je vais changer au hameau, je serai abrité. Et après, je repars. Et en fait, c'est à ce moment-là, il y a eu un nid de poule sur cette petite route. C'était à plat, et je tombe, mais je dois être à 20 à l'heure. Et je tombe net sur la clavicule. Il s'est avéré qu'après, c'était vraiment en 3 morceaux, quoi. C'était bien cassé. Et donc, en fait, tout simplement, je suis revenu sur la route principale. Je m'étais jamais fait la clavicule, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça faisait vraiment mal. Je me suis assis sur le bord, dans le fossé, un peu sous un arbre. J'ai sorti ma couverture. J'ai appelé les pompiers. En fait, j'ai essayé de redescendre. Ouais, mais je pouvais pas. Cassé à 3 reprises, déjà un endroit pas déplacé, c'est hyper douloureux. Et tu peux pas tenir ton guidon, très clairement. Donc là, j'imagine la douleur. Et derrière, explique-nous comment tu te fais opérer quasiment 1 an et demi plus tard. Non, en fait, je me suis fait opérer tout de suite, sauf qu'on m'a mis une plaque. Voilà, okay. Et en fait, je voulais la retirer après la Maxi Race. Et du coup, j'avais prévu de faire ça en fin de saison, après la Maxi Race, pour reprendre tranquillement. Donc, je me suis fait opérer de la clavicule. Et en fait, il s'avère que j'étais arrivé à Annecy 2 ans plus tôt. Et quand je suis arrivé à Annecy, pour moi, je venais de Paris, et pour moi, c'était le paradis. Enfin, je pouvais courir dans les montagnes toute la journée. Je sortais du boulot entre midi et 2 le matin. C'était vraiment le rêve pour moi. Donc, je faisais des semaines à 25-30 heures d'entraînement. Et je deviens un peu un rêve éveillé. J'étais juste trop heureux de pouvoir habiter là. Et en fait, il s'avère que j'avais tous mes amis un peu d'avant, de Paris, de Dubaï, etc. Mais à Annecy, j'avais que des amis un peu sportifs avec qui j'allais faire des sorties. Et je ne m'étais pas fait un cercle vraiment proche. Ça veut dire que quand j'ai gagné la Maxi Race, je me suis senti un peu seul, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, à quoi bon s'entraîner autant si je suis satisfait, mais même pas plus. J'ai même pas fêté ça, je crois, après coup. Puis ça ne changeait rien il n'y avait pas de gros changements dans ta vie, en fait. Non. Mais les gens me disaient bravo, mais bon, voilà, c'était pas non plus... Enfin, j'étais content, mais... Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça sert l'année prochaine de refaire 25 heures d'entraînement, de pas avoir de vraie vie sociale à côté, de faire que bosser et courir. Et du coup, il me manquait quelque chose, en fait. Et comment ça s'est matérialisé dans le fait de vraiment te dire, parce que j'imagine que tu devais suivre un programme, aller quand même essayer d'aller t'entraîner, mais c'est hyper dur mentalement d'aller s'entraîner alors qu'en fait, tu as juste une envie, c'est de faire demi-tour, en fait. C'est de rentrer, ou même de ne pas sortir, ou même parfois de ne pas y aller du tout. Comment tu as eu cette prise de conscience ? Parce qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est ok, bon, une sortie, j'ai pas envie, bon, ça peut arriver, la fatigue mentale, mal dormi peut-être, voilà. Mais quand ça commence à prendre sur 1 semaine, 2 semaines, et que là, tu sens le truc, parce que tu sens le truc arriver, en fait. Après, il faut te l'avouer. Il y a la question du « je suis dans le déni » ou « je l'accepte ». Mais à quel moment tu as eu le courage de te mettre face à toi-même en disant « bon, là, qu'est-ce qu'on fait ?»
Alors, il faut savoir que j'avais jamais eu de coach. Je m'étais toujours entraîné par moi-même. Et c'est pour ça que j'ai progressé rapidement. C'est que j'ai toujours eu hyper envie de m'entraîner. Donc, Et tu as cumulé les heures c'est ça, j'ai accumulé les heures et je faisais des sorties de plus en plus longues. Je faisais des sorties de 70 bornes, 80 bornes tout seul avec 4000, 5000 de dénive. Et j'adorais. Je passais la journée tout seul en montagne et parfois avec des amis. Mais il n'y a pas grand monde qui t'accompagne pour sortie de 80 bornes ou que sur une partie. Et du coup, j'adorais. Je me posais même pas la question de ce que j'ai envie. J'étais déterminé. Et, et dès que j'avais un moment de libre, en fait, j'allais m'entraîner, tout simplement. Et, et c'est la reprise, du coup, après donc, cette opération de la clavicule. Bah, au début, j'étais motivé, je m'entraînais quand même, mais je sentis qu'il me manquait quelque chose en moi. Il me manquait un peu la flamme que j'avais. Et tout d'un coup, je l'avais plus et je devais me forcer un peu à aller m'entraîner. C'était ça la grosse différence. Et après, il y a eu un moment de déni qui a dû durer peut-être 2-3 mois facile où je continuais à m'entraîner, un peu à faire semblant, mais je sentais qu'au fond de moi, l'investissement il était moins important, j'avais moins envie de me faire mal. Et ça a été très dur au début de l'accepter et de le dire aux proches. Et en fait, ils comprenaient pas trop. D'autant plus après une victoire. Donc c'était vraiment dur à accepter. Et au début, on me disait « Ah, mais allez, ça va revenir, etc. » Mais moi, je sentais que c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Et je savais pas d'où ça venait. Je me rendais pas compte que c'était un peu la fin d'un cycle à ce moment-là. Ça a été ça le plus dur, je pense. Et en fait, du coup, j'ai participé à aucune course cette année-là. Mais c'était pas... j'étais presque contraint, en fait. Parce que j'avais plus du tout le niveau que j'avais quelques mois avant. J'avais même... je me réfugiais un peu dans la nourriture, je pense. J'avais dû prendre 4-5 kilos. Et donc, j'étais vraiment contraint, quoi. C'est hyper intéressant tout ça, parce que c'est vrai que l'alimentation, à un moment donné, arrive dans ces sentiments-là. Il faut être aussi très, très courageux pour y faire face, parce que beaucoup restent dans le déni, en s'entraînant, en continuant de s'entraîner, mais mal, en se réfugiant dans l'alimentation. Et là, ça crée des troubles alimentaires qui peuvent être assez compliqués. Donc tout ça va te conduire à t'écarter de ta passion quelque part. Ce sport dans lequel tu avais mis toutes ces heures d'entraînement et sacrifié beaucoup de choses qui t'avaient amené sur Annecy, que tu avais quitté Paris, quitté tes amis, te reconstituer un cercle sur ce secteur-là. Donc tout ça va t'amener à quitter ce milieu, ce sport quelque part. Alors déjà, comment tu l'as vécu et à quel moment il y a eu ce nouveau déclic, on va dire, cette nouvelle début d'envie. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce moment où tu ressens, tu as ce sentiment à te dire « Ah, mais attends, là j'ai envie d'aller courir, en fait, il se passe un truc. » Tu vois, ça aussi c'est important. Et puis ce projet, sur 20 ans et 40 choses à réaliser. Voilà, comment s'est passé ce chemin du moment où effectivement, là on a compris, il y a un ras-le-bol général, tu sors du circuit, voilà, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Et ben, ce moment a duré plus de 6 mois. Et en fait, j'étais clairement dans une dépression. J'avais plus envie de rien. J'avais même plus envie de sortir de mon lit. C'était compliqué. Et en fait, j'avais quitté Snow Leader où j'étais en CDD aux achats matériels juste avant la Maxi Race. Et du coup, je cherchais en plus un boulot à ce moment-là. Et donc, je m'étais retrouvé dans un moment où j'avais plein de temps pour m'entraîner, mais j'avais plus envie de m'entraîner. Alors que les 4 dernières années, je cherchais toutes les minutes que j'avais pour m'entraîner. Donc ça a été vraiment un choc, vraiment bizarre. Et ensuite, j'ai retrouvé pendant 2 mois un job chez Dynafit, qui est un sponsor, en tant que tech rep, donc c'est commercial, je faisais des formations au magasin. Et en fait, je m'étais dit, ça va peut-être me redonner le goût à ça. Mais sauf que j'allais au magasin, je faisais des formations sur les chaussures de trail, mais j'aimais plus le trail. Donc le paradoxe. Ouais, et pourtant c'était un job super sur le papier. J'allais faire des runs avec des oui, je vois ce que tu veux dire. Parfait. Et puis en plus, les clients te voyaient comme le vainqueur de la Maxi Race, donc tu vois. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, c'était remuer le couteau dans la plaie. Donc on me disait, ah, t'as gagné ça et tout, tu vas faire quoi comme course ? Mentalement, ça devait être difficile. Et moi, je disais, cette année, j'ai rien prévu, on verra l'année prochaine. Et c'était vraiment dur. Et je pense que le déclic a commencé quand j'ai commencé à... Donc en fait, j'ai assez vite vu que ce mode de vie ne m'allait pas.
surtout en plus d'être commercial, donc toujours sur la route. Ouais, beaucoup de déplacements. Et en fait, je savais que je pourrais pas me reconstruire comme ça. Et que j'avais besoin de bâtir à nouveau ce cercle social. Et d'avoir une vie un peu... Moi, j'ai besoin d'avoir un peu une routine. D'avoir un cadre. Ouais, d'avoir un cadre, c'est ça. Là, je me sentais, j'étais complètement à l'ouest. Du coup, je mangeais encore moins bien dans des restos, à l'hôtel, etc. Et j'ai été pris chez Explora Project. Et ben en fait, c'était suite à la maxi race justement que Stan avait fait, donc qui est le boss d'Explora. Et on avait une discussion suite à cette maxi race parce que moi je cherchais un job à ce moment-là et il m'avait dit qu'actuellement il n'y avait pas de poste ouvert mais que dans les prochains mois ça pourrait se faire, qu'il y aurait une levée de fonds, etc. Et donc il m'a renvoyé un message en me disant ah bah voilà, on a fait la levée de fonds, est-ce que le poste t'intéresse toujours? Et donc j'ai été pris chez Explora. Bon timing en fait, bon timing, les étoiles recommencent à s'aligner à nouveau. C'est ça, tout à fait. Et là je me suis fait de super bons amis chez Explora. Notamment mon meilleur ami Annecy, Gauthier. Et en fait, petit à petit, c'est ça qui m'a permis de retrouver le goût. Ouais. Parce que j'allais courir avec des gens qui courent, voilà, qui ont un petit niveau, mais pas du tout en tant qu'athlète. Ouais, qui sont pour le plaisir, pour le loisir. C'est ça. Sans notion de performance. Exactement. Et donc, on allait faire des petits sommets ensemble, sympas et tout. Et là, je me suis dit, quand même, c'est bien le trail, quoi. Et petit à petit, j'ai reperdu un peu 2-3 kilos, donc je me sentais un peu mieux pour aller courir. Et puis, je suis retourné à l'UTMB fin août. En tant que participant ou pas? Non, non, je pouvais clairement pas être participant à ce moment-là. Ça a réveillé la flamme. Ça a rallumé la flamme. Ouais, je pense. Franchement, je me suis dit, c'est quand même fou ce que j'ai vécu. Et là, je me suis dit, ça m'a manqué quand même ces quelques mois. Et je pense que ça a été le début du déclic, ouais, ce moment-là, clairement. Et donc, j'ai continué à plus m'entraîner, à plus retrouver le goût, mais j'étais vraiment dans une perspective de plaisir absolu. Ça veut dire que je me disais, bon, au final, j'ai toujours envie de participer aux plus grandes courses, donc j'ai envie de faire la Diagonale des Fous que j'ai jamais fait, mais par contre, comme simple finisher, j'ai pas envie de refaire des semaines à 25 heures, 30 heures d'entraînement, j'ai plus envie de ça, parce que j'ai envie de passer aussi du temps avec mes amis chez Explora. Plus d'équilibre, à la recherche de plus d'équilibre. Et j'étais vraiment, c'est très difficile ça, mais je comprends. Ouais. Mais je commençais à retrouver du plaisir là-dedans, et même le fait d'être moins performant, ça me gênait de moins. Ça enlève la pression en fait quelque part. Ça enlève énormément de pression de se dire ok, je vais faire le sport qui me passionne, qui m'apporte ce dont j'ai besoin, mais par contre, je ne me mets pas la pression sur un résultat, une performance, et donc tu ne gardes que le plaisir, et mentalement, ça t'enlève une charge mentale qui est énorme. C'est ça, et tout en gardant des objectifs, parce que moi j'ai besoin d'objectifs et de défis pour aller m'entraîner, donc je disais, j'ai envie de faire la Diag, j'ai envie de refaire l'UTMB, etc. Mais voilà, donc sans pression, et j'ai commencé à avoir Antea Juin. Alors ça allait être ma question parce que j'ai lu dans ton parcours, dans tes interviews et des articles qu'à ce moment-là arrive une préparatrice mentale et Antea, je la connais puisqu'elle est passée sur le podcast il y a quelques semaines au moment où on se rencontre. On a une grosse pensée pour elle d'ailleurs parce que au moment où on se rencontre, il y a 3-4 jours, elle s'est fait opérer de la cheville. Donc elle sait qu'elle aura une saison qui sera compliquée. On pense très très fort à elle. Et effectivement, Antea est préparatrice mentale. J'avais fait également un épisode donc, sur Ultra Talk il y a quelques semaines, mais aussi sur le podcast Dans la tête d'un cycliste consacré à la préparation mentale. Et avec Camille Pic qui m'accompagne sur la capsule santé, on a adoré échanger avec Antea. Et quand on a fini l'épisode, on a raccroché, on s'est regardé avec Camille, on a dit « Ah mais elle nous a mis la patate en fait, tu vois ». Donc elle est, moi j'apprécie beaucoup le personnage. Bah moi aussi. Et donc c'est comme ça que tu commences à travailler avec elle sur la partie prépa mentale? C'est ça. Et du coup elle m'a vraiment vraiment beaucoup aidé. Et donc au tout début, elle essayait vraiment de comprendre un peu les fondamentaux, de revenir aux bases et de comprendre un peu mes objectifs, de comprendre tout ça. Et donc elle a commencé à me dire d'écrire un peu tous ces objectifs sur le papier. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je pense que ça m'a permis de prendre du recul sur tout ce que j'avais vécu juste avant. Et parce qu'en fait, quand je suis allé la voir, c'était clairement pour retrouver un équilibre. Et c'était un peu à la place de voir une psy, parce que j'avais clairement besoin de retrouver... C'était comme si j'étais... Quand j'ai eu cette période de burn-out, voilà, limite, je me disais, est-ce que vaut mieux pas que je revienne à Paris, etc. Alors que mon rêve, c'était de venir à Annecy. T'avais tout remis en question. Ouais, j'avais tout remis en question, mais vraiment tout. Je savais plus qui j'étais, d'où je... Enfin,
Et du coup, elle m'a permis de revenir vraiment, de se poser. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et en fait, après quelques séances, et tout en continuant à retrouver mon niveau, à ce moment-là, je commençais quand même à retrouver vraiment un bon niveau. Je refaisais des belles semaines. Et ça a été mi-novembre, c'était le 15 novembre 2022, où j'ai eu cette révélation de ce projet avec 40 objectifs. Et c'était en courant le matin dans le verrier, comme je faisais tous les matins à ce moment-là. Et là, je me suis dit... Et en fait, j'avais noté tous ces objectifs, et je les ai comptés, et j'ai vu qu'il y en avait 40. Et c'était assez fou, parce que ma mère est décédée à 40 ans d'un cancer. Et je me suis dit, mais quand même, il y a... Enfin, pour que ça fasse pile le même nombre, enfin, il y a quand même... En tout cas, toi, tu as vu, voilà, il y avait quelque chose. Ouais. J'ai vu un signe, et surtout, j'ai eu cette révélation le 15 novembre, qui était le jour de son anniversaire. Donc là aussi, je me suis dit, vraiment, c'est comme si j'avais une apparition de la Vierge, presque. C'est une évidence, en fait. C'est devenu une évidence. Logique. Ouais. Et en cours, en 5 minutes, là, je me suis dit, mais attends, là, c'est 40 objectifs, et ben j'ai envie de les faire pour des associations. J'ai plus envie de le faire pour mon ego trip perso, pour montrer aux marques, montrer aux gens que je sais courir, que je suis le meilleur au monde, etc. Pour essayer de devenir meilleur que Kylian Jornet ou François Den. Non, j'ai envie de le faire pour les autres et pour apporter un message positif aux gens, de leur dire qu'il faut se fixer des objectifs. Et ça peut être sur le plan sportif, sur le plan personnel, sur le plan familial. Mais que c'est important dans la vie d'avancer et que la vie est belle et qu'elle vaut d'être vécue et ouais, qu'il faut aller de l'avant. Et donc j'ai envie, moi, personnellement, à mon échelle, d'avoir un impact positif et de faire de mon mieux, de me battre, mais pour les autres et plus pour moi-même. Et j'ai trouvé ça, mais franchement, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais c'est génial, il faut que j'aille au bout. Un pic, j'imagine, hein. Un pic d'émotion, un pic de motivation derrière, parce que là, il y avait un sens du coup qui était fou, quoi, et qui était évident, parce que ça fait un lien en plus avec le sport que tu aimes, le sport que tu pratiques, mais ta maman également, que tu as perdu à l'âge de 10 ans, et là, forcément, j'imagine la motivation derrière, et la vision, et du coup, le fameux cadre dont on parlait, dont tu avais besoin pour avancer, tout était réuni. C'est ça, exactement. Et moi, j'ai vite vu que j'allais manquer de temps. Et que l'équilibre était important pour moi. Je voulais pas recommettre la même erreur qu'avant. Maintenant, j'avais mon vrai cercle social d'amis proches à Annecy. Et c'est pour ça que tu l'as étalé sur 20 ans ? C'est ça aussi. Et parce que je me suis dit, 20 ans, ça veut dire que si je fais 3-4 ultras par an, ou objectifs d'ultra, si j'arrive 2 par an, donc la moitié, c'est déjà costaud. Ouais, ouais, tu vois, je discutais encore avec... il y a quelques jours, on enregistre cet épisode. J'ai fait un podcast pour Ultra Talk avec Marion Delespierre, qui est médecin, qui est championne du monde d'Ultra Trail. Et je lui disais, mais selon toi, là je parle pas à la passionnée, à la championne, je parle au médecin. Un sportif peut supporter combien d'ultra dans l'année ? Parce que certains en font tous les mois. Je citerai personne, puisque je les ai reçus certains sur le podcast, mais tous les mois, d'autres en font 1, d'autres en font 3. Voilà. Et elle est sur le même chiffre que toi, c'est-à-dire pour elle, physiologiquement, pour trouver le bon équilibre et être dans la durée, 2, c'est déjà bien. Ouais. C'est ça. Et donc, je me suis fixé 20 ans. En fait, je me suis dit, j'ai 25 ans. Dans 20 ans, j'aurai 45 ans. Je voyais Ludovic Pommeret. Quelle chance. Je voyais Ludovic Pommeret à 46 ans qui fait top 5 de l'UTMB. Je me suis dit, bon, à 45 ans, je pourrais toujours avoir un petit niveau qui me permettra d'accomplir ces objectifs. Et en fait, d'autant plus que j'ai vraiment une vision long terme. Ça veut dire que j'ai eu des objectifs plutôt axés compétition ultra trail, mais aussi d'autres plutôt axés aventure, un peu à ski, à vélo, ou en trail, mais plutôt rando trail. Parce que le plus long objectif, c'est la Via Alpina, qui est la traversée de toutes les Alpes. Donc c'est 2500 km, 170 000 mètres de dénivelé. Et donc j'ai eu ces objectifs un peu de performance, donc avec 16 objectifs de performance, avec des top 20 à chaque fois, donc sur toutes les plus grandes courses, la Diag, l'UTMB, la Hard Rock. Les courses qui te font rêver aussi, quoi. C'est ça, des belles courses qui font rêver. Et après j'ai eu 8 objectifs de podium sur des courses qui me tiennent à cœur, avec l'Ultra Trail du Beaufortin, par exemple, parce que c'est un massif que ma mère aimait beaucoup, on allait souvent là-bas. Avec la Montagnarde, avec l'Échappée Belle, qui est une course où je suis allé plusieurs fois. Et donc j'ai eu tous ces objectifs-là. Et après, je me suis dit aussi que je voulais 16 objectifs un peu qui sortent
du Du trail cadre avec un compétitif, dossard. ouais. C'est ça. Et donc des objectifs off avec donc des traversées de massifs. Par exemple, la traversée des Aravis en courant et en ski de randonnée. Le fait d'aller aussi d'Annecy jusqu'au sommet du Mont Blanc. C'est ça, Ouais. en courant, mais aussi à vélo et en vélo-ski. Et aussi des traversées comme le GR5, donc d'Annecy jusqu'à la mer Méditerranée, donc 630 km. La traversée des Pyrénées. Ouais, génial. Et donc le plus long est la Via Alpina. Ouais, c'est des super projets. Et là, moi, je te vois face à moi. Bon, tu es très affûté. Je peux te dire que la forme, je pense qu'elle est revenue parce que c'est vrai que tu as le teint frais, comme on peut dire, et affûté. Donc ça, c'est des super projets que tu as déjà planifiés dans le temps. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas faire en 2024, tu sais ce que tu vas faire en 2028, tu sais ce que tu vas faire en 2035, ou tu as planifié... Enfin, je veux dire, comment tu as schedulé au jour d'aujourd'hui ces 40 projets? Est-ce que tu leur as déjà mis un ordre ou tu as mis les 2-3 premières années et ensuite tu verras en fonction de... J'ai plutôt mis les 2-3 premières années et ensuite je verrai en fonction de comment ça se passe. Voilà, j'ai aussi mis des objectifs vélo et en ski, ce qui permet, si je suis blessé un peu en trail, ça permet de switcher. Et même mentalement aussi. Je me suis dit peut-être que j'en aurais marre des dossards et donc peut-être que pendant une année, je ferais que des off en fait, mais je prendrais un plaisir fou. Tu as raison, ça te permet aussi de garder cette possibilité d'ajuster et de trouver ce fameux équilibre. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe dans l'année, tu peux justement ajuster pour garder l'équilibre dans ce cadre-là. Donc ça, je trouve ça passionnant. Est-ce que, je vais faire un peu de promotion, mais est-ce que dans ces 40 objectifs, tu penses qu'il y a une Race Across France 2500 km qui peut se placer? Parce que ça peut aussi être un beau voyage à travers la France, tu vois. Et c'est tout à fait prévu. Voilà, et écoute, avec grand plaisir, on va tu sais, quand tu es à juin, dans sa rééducation, on va être sur Race Across France également. Hein. Oui. Voilà, 500, elle ne sait pas trop encore la distance, 500 000, on va en discuter. Mais moi, c'est tu sais, quand j'ai créé ce concept, j'avais pris conseil auprès d'un médecin et qui m'avait dit qu'effectivement, dans le trail, je pense que notre discipline, qui est l'ultracyclisme, a à peu près 15 ans de retard avec ce qui se passe dans l'ultra-trail. C'est mon avis personnel. Et ce médecin m'avait dit, mais les personnes qui font de l'ultra-trail aujourd'hui, et il y a un énorme boom dans cette discipline, ce qu'on montre les champions, et c'est tout à fait normal qu'on mette en avant les gens qui sont performants, mais par contre, il y a énormément de gens qui se blessent. Des chevilles, des genoux. Et tous ces gens-là vont garder en eux les sensations que crée un ultra. Mais ils vont le déporter sur un sport porté, et le cyclisme. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours eu confiance dans mon concept de Race Across France et maintenant de Race Across Series, qui se développe au moment où on enregistre. On ne l'a pas encore annoncé, mais au moment où ton épisode va sortir, Mathis, la nouvelle sera sortie. On développe le Canada avec un Race Across Québec, et on travaille sur d'autres destinations dans le monde. Mais voilà, c'est pour ça que les trailers viennent sur Race Across me remplit de joie, parce que c'était aussi comme ça que j'avais conçu le concept, c'est pour générer des émotions, et ça, c'est parfait. Donc, cette année 2024, qu'est-ce qu'au programme, alors, pour toi? Alors, je vais commencer avec le marathon de Paris. C'est quelque chose que j'ai jamais fait depuis que j'ai commencé à courir. En fait, j'ai toujours cherché le dénivelé à tout prix. Et là, on est sur autre chose que du dénivelé. C'est ça. Et en fait, j'ai jamais appris à courir. C'est-à-dire que je sais pas courir. Ouais, Mathieu Blanchard avait fait une énorme performance l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus. 2h22, ouais, tout à fait. Incroyable. Et en fait, quand tu vois les meilleurs en ultra trail, tu vois qu'ils courent tous très fort à plat. Il y a la caisse. C'est ça. Ouais. Et moi, il me manque encore la foulée. Et en fait, j'ai vécu une année 2022 un peu particulière où j'ai eu un peu des contre-performances. Et en discutant avec Antea, justement, elle m'a dit que ça pourrait être bien de se donner un peu un nouveau projet qui me sorte un peu de ce que je faisais habituellement en trail et qui me permette de ressentir une nouvelle progression. Et donc un gain de motivation et de satisfaction. Exactement. Et donc là, voilà, c'est pour ça que je me suis fixé cet objectif. Et c'est aussi surtout pour progresser à plat, parce que c'est un objectif secondaire, on va dire. Ensuite, je vais faire le Nivolay-Revard, et donc qui est début mai autour de Chambéry-Aix-les-Bains, 58 km. Et après, le premier gros objectif de l'année, ça va être la Maxi Race, où là, j'ai clairement envie de sortir une grosse course. Et ensuite, le deuxième gros objectif, ce sera la Swiss Peaks, 660 km. Donc j'ai un premier début de saison qui est un peu plus axé compétition, on va dire.
Et deuxième, un peu plus aventure, parce que ça va être juste complètement fou. Donc j'ai vraiment hâte de tout ce qui va se passer. Bon, en tout cas, tout ce parcours-là, moi, je suis vraiment ravi de t'avoir en face de moi. Je trouve ça hyper inspirant et je pense que tu auras beaucoup de témoignages de ton parcours, justement, et comment tu as pivoté, tout se passait bien, une explosion en vol, et puis tu reprends également goût à ta passion. Je trouve ça beau parce que beaucoup se noient et n'arrivent pas à remonter la pente. Mais derrière tout ça, il y a aussi un projet professionnel, il y a aussi il y a le sport, ta passion, les émotions que ça véhicule, mais aussi un projet professionnel et sportif. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Et Stan Gruot, d'ailleurs, est aussi à l'initiative. Hein. Tu m'en parlais juste avant qu'on ouvre les micros. C'est pour ça que je pense que c'est important que tu partages cette transition que tu es en train de faire. Tout à fait. Donc j'étais chez Explora Project depuis 1 an et demi et tout se passait très bien. J'ai même eu la chance de passer à 80%. Stan et Alix m'ont fait confiance et m'ont donné cette opportunité parce que quand j'ai eu la naissance de mon projet, donc en fin d'année 2022, j'ai vite vu que j'allais manquer de temps et je me suis dit, pour garder cet équilibre, je peux plus continuer à 39 heures par semaine. Et donc j'ai eu cette opportunité d'avoir le mercredi off qui me permettait de m'entraîner, d'aller en montagne. Donc c'était vraiment chouette. Et en fait, en discutant avec Stan, il m'a clairement dit franchement, c'est dommage, quand je te vois derrière un ordi, je me dis que tu peux beaucoup mieux faire dans le trail, quoi. Et ça a été le petit déclic. C'est un peu gâché, en fait, c'est ça, c'est ce que je te dire. C'est dommage. Puis en plus, il participe à l'épreuve que tu as gagnée à Maxi Race quelques années plus tôt, donc il a été premier témoin du champion que tu es, et de se dire, je suis content de l'avoir dans mon équipe, mais il pourrait peut-être se faire plaisir différemment. C'est ça, donc tout se passait bien. Il me disait, franchement, ce serait avec plaisir de continuer de t'avoir dans l'équipe. Mais je suis sûr que tu pourrais réaliser quelque chose de plus grand ailleurs, d'autant plus avec ton projet. Et moi, en fait, de mon côté, depuis que je suis arrivé chez Explora, on travaille avec beaucoup d'accompagnateurs en montagne et de guides de haute montagne. Et là, je me suis dit, franchement, on fait des stages trail. Et donc, j'ai participé à un stage trail. Et en fait, parfois, j'ai été devant même et tout, et je prenais du plaisir à donner des conseils aux gens, à guider, à mettre la trace sur ma montre, à donner le nom des sommets, des massifs et tout. Et je me suis dit, en fait, si t'es payé pour ça, c'est trop cool. Et du coup, je m'étais dit que j'allais passer mon diplôme petit à petit en biais d'Explora. Mais je savais que ça allait être compliqué, par manque de temps, de le faire, entre les entraînements, mon projet, mon boulot, etc. Et donc Stan, quand on a eu cette discussion-là, il m'a dit qu'il était prêt à m'aider. Et là, je me suis dit, Et du coup, il m'a dit, mais essaye de devenir athlète. Et moi, je me sentais pas légitime, parce que pour moi, les athlètes, c'est Kylian, c'est François Den, c'est Mathieu Blanchard, Thibaut Barognan. Bref, t'as même pas 10 Français qui sont athlètes de trail. Mais en fait, le marché est en train de totalement évoluer. Et je m'en rendais pas compte, je pense. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et donc, il m'a donné les bons contacts aussi. Et notamment la société Fresh Touch, qui est une agence de gestion de talent et de personnalité. Et en fait, ça m'a permis de voir qu'il y a des gens qui s'intéressaient à moi et qui étaient prêts à me donner du financier même pour me lancer. Et donc, c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, j'ai envie en fait de devenir athlète, d'essayer d'avoir une démarche de haut niveau, de vraiment m'entraîner et de voir jusqu'où ça pourra me mener en fait. J'ai envie de voir le potentiel que j'ai et de l'exploiter au maximum. Et en fait, c'est vraiment un déclic parce qu'il y a quelques années, et j'avais pas du tout cette perception-là. Je faisais jamais de séance d'entraînement. J'étais vraiment juste dans la borne, on va dire. J'en faisais toujours plus. Et là, j'ai débuté avec Sébastien Chéniaud, depuis le début de l'année, qui se fait former par Adrien Séguré, donc qui est le coach de l'équipe de France de trail. Donc, ils ont les mêmes principes d'entraînement. Ils coachent tous les deux à l'ANSI Athlétisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est très légitime, vu qu'il a 2 podiums à l'UTMB notamment. Et moi, j'ai besoin de cette expérience un peu perso de la part d'un entraîneur. Et du coup, là, je prends un plaisir fou à suivre un programme d'entraînement alors que j'ai jamais fait ça. Et même qu'il y a 2 ans, je disais que je voulais jamais avoir de coach ou faire des séances d'entraînement, mais je vois ma progression et c'est hyper gratifiant en fait. Et donc là, maintenant, je suis vraiment dans une démarche où je m'entraîne, je mange, je récupère, je m'entraîne, je mange, je récupère. Et tout en m'occupant un peu de la com et tout en préparant mon diplôme petit à petit. Et j'adore. Une nouvelle vie. C'est ça, une nouvelle vie et qui est très équilibrée. En fait, si on m'avait proposé cette vie-là il y a 2 ans, j'aurais pas été prêt en fait. Et là, c'est comme si j'avais toutes les cartes en main. Je suis accompagné d'une prépa mentale avec Antea.
de très bons ostéos, d'un coach, d'un club d'athlètes. Des personnes pour l'image également. C'est ça, exactement. Et puis un bon cercle d'amis aussi, qui est important pour changer les idées. Donc je sens que j'ai toutes les cartes en main maintenant pour... La fusée va décoller. Bah, j'espère. La fusée va décoller, moi je vous le dis, très clairement. Mais enfin voilà, on arrive sur la fin de l'épisode, mais je trouve ça hyper inspirant parce que beaucoup seraient restés au fond du seau, ou auraient repris une vie de commercial comme tu l'avais à un moment donné, mais avec ta force de caractère, tu t'es dit, mais en fait, non, c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc, voilà, je trouve que cette sinusoïde, en tout cas, est hyper inspirante. Et là, dans la phase dans laquelle tu es, on voit que la sinusoïde vient tout juste de changer d'inclinaison, et qu'elle remonte très clairement. Maintenant, le sommet, ça sera à toi de faire en sorte en tout cas qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le haut de la sinusoïde et le bas de la sinusoïde. Il faudra bien gérer cette... C'est ce qu'on travaille avec Antea, justement. Voilà, faudra bien gérer cet équilibre, mais je pense qu'Antea va avoir beaucoup d'appels. Pour une préparatrice mentale, Antea, je pense que tu peux renforcer ton site, il y aura beaucoup de connexions et beaucoup de demandes dans ton agenda. Donc voilà, je trouve ça hyper inspirant. On arrive sur la fin de l'épisode. Alors on pourrait bien évidemment parler, parce qu'on est passionnés tous les deux de sport et d'outdoor des heures, mais quel message tu as envie de transmettre, Mathis, aux personnes qui écoutent l'épisode, qui soient trailers, qui soient à un stade où ils ont envie eux aussi de devenir athlètes, qui soient pas du tout trailers mais qui hésitent à s'y mettre, ou qui soient juste passionnés d'outdoor? Quel message tu pourrais faire passer aujourd'hui? Moi je dirais, soyez fiers de vous, ne vous comparez pas aux autres et aux meilleurs, parce que chacun a sa propre vie avec ses propres contraintes. Essayez de donner le meilleur de vous-même, mais dans une certaine mesure, dans la mesure du plaisir. Et fixez-vous des objectifs pro, sportifs, perso. C'est super important. Et puis aussi, j'aimerais finir par remercier tous les gens qui m'ont fait confiance dans ce nouveau projet. Et voilà aussi, parler de la cagnotte que j'ai mis en place. Donc j'ai pu récolter plus de 6 300 € pour l'association À Chacun Son Everest, donc qui vient en aide à des femmes et des enfants qui sont en rémission de cancer. Exactement, j'avais rencontré également, c'est Christine Janin. C'est ça, exactement. J'avais fait un épisode avec elle directement sur le lieu à Chamonix. J'avais adoré cet épisode, franchement. Je vous invite à retourner écouter cet épisode, Christine Janin, sur le podcast Ultra Talk. Si vous tapez Ultra Talk, Christine Janin, vous trouverez. Cet épisode est incroyable et effectivement, c'est une très très belle association. C'est ça, donc vraiment, j'aurais jamais pensé la première saison de mon projet récolter autant. Donc je voudrais dire à chacun, franchement, ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, fixez-vous des objectifs et puis dans la vie, il faut se battre. Parfois, c'est dur, vraiment, elle te retourne, mais elle vaut le coup parce que elle permet de vivre des émotions vraiment intenses et parfois, c'est juste dingue et la vie est belle et... Ouais, il faut croire en soi et croire en ses rêves. Et ça, c'est le message que tu donnerais aux autres. Mais si tu avais un message à t'adresser à toi-même, alors j'hésite sur quelle phase, parce que dans le parcours que tu nous as décrit, il y a plein de phases. Il y a plein de moments où tu pourrais te parler, tu vois. Le moment où tu es au fond du seau, 2 mois après la Maxi Race, le moment où tu es à Dubaï, le moment où tu es à Paris, tu te poses des questions sur ton orientation. Mais si tu as vu le moment où tu es sur la ligne de départ de l'UTMB pour la première fois, si tu avais un message à adresser à Mathis petit, à 10 ans par exemple, tu vois, au moment où tu perds ta maman, qui doit être d'ailleurs très fière de toi, de là où elle est, mais voilà, si tu avais un message adressé à Mathis à 10 ans. Moi je dirais, crois en toi et fais-toi confiance. J'ai toujours eu tendance à être un peu timide, un peu réservé, à pas me sentir légitime. Et même là, c'était le cas, quand on m'a dit « tu peux devenir athlète », je me suis dit « non, c'est pas pour moi ». Mais en fait, si, il faut se donner les moyens. Donc, crois en toi, c'est bien, je trouve. Merci Mathis, c'était vraiment un réel plaisir de te rencontrer, d'échanger avec toi. Bien évidemment, on va être nombreux à suivre l'athlète que tu es aujourd'hui, on peut le dire. L'athlète est le futur champion, parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fusée est prête à décoller. Donc voilà, il faut suivre Mathis Granet aujourd'hui. Sur quel support on peut te suivre? Sur quel réseau tu es le plus actif aujourd'hui? Sur Instagram, je suis le plus actif. Voilà, c'est Mathis-Granet. Voilà, j'essaye aussi. Sur Strava aussi, vous pouvez voir tous mes entraînements. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup Mathis, tout le meilleur. Merci à toi Arnaud.
Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.